BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et mon invité, c'est le nouveau directeur, enfin nouveau, depuis un an, directeur général de Biogarant, Jérôme Hirotius. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous ce matin parce que quand on est nouveau directeur général, au bout d'un an, on présente son plan stratégique. C'est ce que vous allez faire ce matin. Non, c'est intéressant évidemment Biogarant parce que je rappelle, filiale historique de Servier qui a été créée pour faire du générique. Et cette feuille de route, elle a été remplie puisque vous êtes aujourd'hui un des plus gros acteurs du générique en France. On a plein de questions sur le générique. D'abord, est-ce que c'est aussi bien que les médicaments originaux? Ensuite, est-ce que c'est fabriqué en Europe et en France? Et puis ensuite, il y a une tendance actuellement qui est la transformation de l'industrie pharmaceutique vers notamment le biomédicament. Est-ce que vous allez faire des biomédicaments génériques? Voilà. On va parler de tout ça. Génial. On commence par votre histoire, le médicament générique. Aujourd'hui, c'est quoi votre place sur le marché français et européen du générique? Alors Biogarant, comme vous le citiez, c'est un laboratoire indépendant français, c'est important de le souligner. Dans l'univers du générique et dans le top 10, on est les seuls, les seuls français. Tous les autres sont des laboratoires américains, par exemple, américains, allemands, israéliens, suisses, indiens, voilà. Donc on s'est créé il y a 25 ans d'une page blanche, puisque le générique n'existait pas il y a 25 ans, et on a préparé le terrain, je dirais, et on a aujourd'hui réussi à atteindre la place de numéro 1 sur le marché du générique. On continue année après année à renforcer notre part de marché. Numéro 1 en France? Numéro 1 en France. Et en Europe? On a 31% de part de marché. Alors en Europe, nous avons à l'intérieur de notre division générique et biomédicaments, dont on parlera tout à l'heure, d'autres filiales qui fait qu'on est leader dans un grand nombre de pays d'Europe de l'Est, et nous avons des présences en Afrique et également au Brésil. Combien de salariés aujourd'hui chez Biogarant? Alors Biogarant, c'est un modèle qui est intéressant parce qu'on a donc 500 collaborateurs dédiés, dont 100 personnes qui travaillent exclusivement à la direction des affaires pharma, donc tout ce qui va être réglementaire et qualité et supply chain autour de nos produits et sourcing. Et on génère 9000 emplois en France en équivalent temps plein à travers nos partenaires fabricants. Donc des sous-traitants? C'est important, des sous-traitants avec lesquels on travaille de façon, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement rapprochée. Et certains nous accompagnent, et quelque part nous les accompagnons aussi depuis 25 ans. Bientôt 1 milliard de chiffre d'affaires, non? Alors exactement, tout à fait, 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est quand? C'est pour cette année ou l'an prochain? Ce sera cette année, 1 milliard de chiffre d'affaires cette année, et nous produisons et nous délivrons aux patients 300 millions de médicaments par an, c'est-à-dire qu'un médicament sur 8 en France est un médicament Biogarant. Et puis vous parliez de localisation, on parlait de souveraineté, et c'est vrai que nous sommes extrêmement fiers parce que ça a été dans notre feuille de route depuis le démarrage d'être un grand acteur, je dirais, en termes de souveraineté économique et sanitaire. On n'a pas attendu que ce soit entre guillemets à la mode et que ça devienne une urgence. Donc quelles sont vos usines par exemple? Alors typiquement, on a 39 sites de production en France qui justement permettent de générer ces 9000 emplois en équivalent temps plein. Donc 50% de notre production est faite en France, 90% en Europe. Et c'est vrai que cette notion de circuit court et de co-construction avec nos partenaires de proximité et des partenaires d'excellence, bien évidemment, c'est pour ça que nous les avons choisis, nous permet justement aussi d'avoir bien résisté et bien traversé aussi cette crise Covid au service des patients. Mais alors par exemple, on va prendre un exemple. Pendant la crise, on s'est dit, on fabrique plus d'aspirine ou de Doliprane en France. Est-ce que c'est vrai? Alors, ce qui est complexe, c'est que vous savez qu'en France, on a un système de santé qui prend en charge l'intégralité des dépenses. Ce qui est une force incroyable, ce qui fait aussi notre fierté, puisqu'on est un des rares pays qui est capable d'aller aussi loin dans cette prise en charge. Le bémol, c'est quoi alors? Le bémol, il y en a un, c'est les prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix des médicaments en France sont extrêmement bas comparés à nos voisins européens. Et je ne parle même pas des États-Unis, mais ne serait-ce que sur nos voisins européens, on a des systèmes de prix qui sont extrêmement serrés. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour financer justement tout ce système de santé? Il y a eu de fortes délocalisations. Pour tous les médicaments à faible valeur ajoutée. Exactement. Et donc du coup, on ne fabrique plus d'aspirine, on ne fabrique plus de Doliprane? Donc on fabrique de moins en moins d'aspirine. Vous en fabriquez, vous, par exemple? Alors nous fabriquons et nous proposons du paracétamol, qui est donc l'équivalent du Doliprane, du paracétamol, de l'ibuprofène. Fabriqué en France? Notre paracétamol est fabriqué en France, absolument. Et l'ibuprofène aussi? Et l'ibuprofène aussi, en Allemagne je crois, l'ibuprofène.
donc en Europe. L'autre évolution du médicament, d'ailleurs c'est une priorité désormais du gouvernement, c'est ce qu'on appelle le biomédicament. Ouais. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un biomédicament et un médicament chimique? Ouais. En fait, si vous voulez, le biomédicament est donc ce qu'on va appeler le biosimilaire, donc qui est vraiment la copie. Donc c'est exactement la même chose, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, c'est vraiment des dénominations qui changent. Un médicament chimique devient un générique. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça, c'est une copie à l'identique. C'est ce que vous faites? C'est ce que nous faisons historiquement. De l'autre, vous avez donc des médicaments biologiques, des traitements biologiques, dont la copie. C'est-à-dire, en redisons quand même à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, un biomédicament, c'est pas chimique, on copie une sorte de une composition. C'est ça, exactement. Humaine, biologique. Et donc, c'est l'équivalent de cette copie, mais d'un médicament biologique, sauf que c'est un autre nom. Vous voulez faire des génériques sur les biomédicaments maintenant? C'est ça, exactement. Vous en faites déjà ou pas encore? Alors, nous avons déjà 2 produits, 2 traitements sur le marché, mais ce qui se passait, c'est que ce marché-là était complètement verrouillé et n'était absolument pas ouvert, alors que c'est une source d'économie absolument colossale. Une étude de la Cour des comptes, d'ailleurs, l'a confirmé en 2017, 680 millions d'économies dès la première année, si, comme c'était indiqué pendant la stratégie de santé présentée par Édouard Philippe, le taux de pénétration des biologiques similaires était de 80%. Aujourd'hui, en 2022, c'est le générique. C'est le biomédicament, c'est le générique du biomédicament. Et là, on est à 24%, versus 80%. Je crois qu'un des biomédicaments très connus de tous les Français, c'est l'insuline. Oui, absolument. Là-dessus, vous pourriez, vous, produire de l'insuline moins chère? Ah mais complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on est capable, non pas forcément de la produire moins cher, mais d'accepter de faire beaucoup moins de marge. D'accord. Puisque finalement, notre modèle économique, il est sur des prix beaucoup plus bas. Un générique, pour vous donner une idée, est 60% moins cher que le médicament qui le précédait. Donc vous imaginez mécaniquement les économies que ça génère. Ouais. Les génériques réalisent 3 milliards d'économies par an à l'assurance maladie. Donc Biogarant, qui fait quasi un tiers du marché, génère 1 milliard d'économies par an. Et on peut dupliquer toutes ces économies, puisque le marché est à peu près de la même taille. On peut dupliquer cette performance sur les biomédicaments, ce qui est indispensable parce que vous savez que le mur démographique qui nous attend et l'ambulatoire fait que de toute façon on va avoir besoin de soutenir l'innovation et le mur démographique de l'autre. Alors je profite d'avoir un spécialiste du médicament générique avec moi ce matin pour vous reposer la question. Parfois, il y a des médecins qui nous disent non substituable parce que le générique, il est moins efficace que la molécule traditionnelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que parfois vous êtes moins efficace? Ben non. Mais alors pourquoi est-ce que les médecins parfois nous mettent non substituables? Non, après les médecins, ce que les médecins font, c'est que sur d'ailleurs la possibilité d'inscrire non substituable, le fameux NS sur les ordonnances, a été très fortement réduit puisque dans la dernière loi de santé, il a été indiqué que le médecin ne pouvait plus inscrire du non substituable parce qu'il y avait un certain nombre d'abus, on va dire, c'était plutôt du confort patient, un patient d'un certain âge qui est habitué depuis des années à son médicament. Mais il n'y a pas parfois l'exception ou je ne sais pas quoi qui fait que c'est différent? Absolument pas. Ça vos études le prouvent? Ah mais nos études le prouvent. On est bioéquivalent, on est bioéquivalent, donc on est à l'identique du produit de référence. Donc voilà. Bon. Donc c'est vraiment la copie parfaite. Parce qu'on l'entend encore souvent. Alors de moins en moins. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études. Là, la dernière étude confirme que lors de 90%, plus de 90% des patients sont tout à fait à l'aise avec ça, et même les médecins. C'était un petit peu, on va dire que c'était un peu le démarrage du générique qui a suscité ces questions. Alors l'un des grands phénomènes en ce moment dans l'industrie de la pharmacie, c'est évidemment le développement des biotech, notamment de French Tech d'ailleurs, avec des succès. Alors souvent beaucoup d'argent investi pour des maladies très rares et avec des process à 10-15 ans. Vous regardez ça de très loin, vous vous attendez d'être sûr que ça fonctionne pour ensuite copier, c'est ça? Voilà, nous, notre modèle économique, notre domaine d'expertise, il est vraiment l'échéance de brevets. Donc nous surveillons d'extrêmement près tous les brevets, sachant qu'il y a des produits innovants d'il y a quelques années qui sont, je dirais, encerclés de brevets, avec au pluriel. Et donc nous, notre travail, c'est de vérifier déjà que les brevets sont des brevets
réelle, c'est-à-dire que ce qui doit être protégé mérite d'être protégé. Donc nous avons parfois des activités assez offensives par rapport à des brevets que nous estimons non justifiés. Et puis après, il y a le cycle de vie de produit que nous respectons complètement, qui est de dire voilà, il y a des laboratoires qui ont investi pour pouvoir avoir une innovation, et nous on attend que l'innovation se termine via le brevet pour pouvoir se préparer et lancer ce produit et générer les économies dont on a parlé. Entre nous, parfois vous n'êtes pas pris de vertige par rapport à ces milliards qui sont investis sur des biotech avec beaucoup d'incertitudes? En fait, si vous voulez, ou jaloux peut-être, je ne sais pas. C'est magnifique. Enfin, nous, en tout cas, on est fiers de voir ça. On pense que c'est les investissements sur tous les traitements de demain. C'est aussi de la création de valeur immédiate pour les patients, parce que ces traitements, ces nouveaux traitements sont extrêmement innovants, extrêmement pertinents justement sur des maladies qui le nécessitent et qui n'avaient pas de solution thérapeutique idéale ou parfaite. Donc ça, nous, on le regarde ça au contraire avec beaucoup d'admiration, beaucoup de fierté, et en particulier on le voit qu'il y a une volonté de réinvestir en France un peu sur tous ces sujets. Et nous, ce sont nos marchés de demain. Donc on regarde ça bien évidemment avec beaucoup d'attention, et on travaille très en amont pour pouvoir justement être en capacité de lancer les produits à leur échéance brevetaire et permettre justement les économies et au plus grand nombre finalement de bénéficier de notre système de santé. Dernière question, est-ce que vous êtes allé sur ce marché des tests antigéniques et des autotests? Alors absolument. Quand on a vu venir le Covid, comme tout le monde, et on l'avait anticipé parce qu'on a regardé ce qui se passait en Asie, on a regardé ce qui se passait en Italie, avant que ça arrive en France, on a 900 produits différents, 900 médicaments différents. Donc vous imaginez la complexité de la supply et les systèmes de stock. Comme on est indépendant, non coté, déjà on a une stratégie de stock qui est beaucoup plus élevée que nos concurrents, ce qui fait qu'on a des taux de service. Moins de rupture. On a beaucoup moins de rupture. Et typiquement, pour vous donner des chiffres, donc la première décision avec les équipes que nous avons prises, c'est de dire, comme on ne sait pas ce qui va se passer, on va monter nos stocks sur les 900 références. Donc on est passé sur des niveaux de stock extrêmes, puisqu'on a eu plus de 4 mois de stock par référence, parce que vous avez vu que tout changeait du jour au lendemain. Et du coup, on a réussi à avoir 97,4% en 2020 de disponibilité produit, et on est à plus de 98% Ma question était sur les antigéniques, vous ne m'avez pas répondu. Donc, face à cela, on a eu un certain nombre de produits qui ont été en baisse, d'autres qui ont été en hausse. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a travaillé, on s'est dit, qu'est-ce qui fait partie de notre ADN? Donc on a décidé de lancer des tests antigéniques en s'associant avec une société française qui scorait, qui a les meilleurs scores en termes de résultats, qui est dans le top 2 des résultats sur les tests. Et on a en effet été un acteur, on a été le numéro 2 du marché sur les tests antigéniques pendant toute cette période. Et voilà, et on en produit toujours. Autotests aussi? Et les autotests, non, mais des tests antigéniques, oui. Merci Jérôme Birotius, directeur général de Biogarant, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Il est presque 8h30.